rang des partenaires de la Chambre des métiers de l'immobilier, mais aussi de la Fédération nationale, représentée par son président. Il y a le Crédit du Nord, depuis bien longtemps maintenant. D'ailleurs, à deux titres, partenaire pour le financement des entreprises, administrateurs de biens, agents immobiliers, et puis bien sûr, financement des particuliers qui ont des projets immobiliers à mener à bien. Pierre Harel, directeur régional délégué, vous avez bien voulu nous dire quelques mots. Alors, à la fois sur la situation économique du balcon d'un prêteur. On vous met beaucoup en cause aussi. On dit aujourd'hui que les circonstances économiques difficiles qu'évoquait Didier Camandona ont pour cause une attitude des prêteurs différente depuis quelques mois. Et puis vous nous parlerez sans doute aussi des solutions commerciales les plus actuelles que vous mettez à disposition de la profession et des particuliers. Merci Pierre. Merci. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je me présente, je m'appelle Pierre Harel, je suis directeur régional délégué de la région Île-de-France du Crédit du Nord. Alors je remercie Didier Camandona et puis Henri Buzicazo pour cette invitation. Alors je n'ai pas préparé de slide. Tant mieux, Dieu soit loué. J'ai compris en plus qu'il fallait que je sois assez bref et court. Je vais juste vous dire, alors première chose, le titre de mon intervention est Perspectives économiques immobilières 2013 et offre du Crédit du Nord aux ménages et aux entreprises. Le titre me paraît un peu présomptueux concernant Perspectives économiques immobilières 2013. Vous êtes sans doute mieux placé que moi pour le dire, puisque vous vivez au quotidien sur le terrain. Et je n'ai pas la prétention de vous faire un cours magistral sur l'évolution du marché de l'immobilier, des prix, etc. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet et beaucoup de journaux et d'experts qui œuvrent actuellement sur ce sujet. Ce que je vous propose de faire tout simplement, c'est de vous dire d'abord rapidement qui nous sommes. Vous donnez quand même quelques contraintes qui sont, alors pas tout à fait récentes, mais qui, je dirais, se renforcent de jour en jour auxquelles les banques sont soumises. Alors même s'il y a aussi quelques éclaircies appréciables sur certains sujets, mais il faut quand même que vous l'ayez en tête. Alors il ne s'agit pas de vous faire pleurer sur le sort des banques, c'est ça que je pense que j'aurais du mal, mais quand même que vous ayez quelques éléments en tête importants. Et puis vous dire comment nous, on essaye au quotidien, comme vous j'imagine, d'essayer de faire de notre métier de banquier dans un contexte pour le moins compliqué et chahuté. Alors, écoutez, qui nous sommes ? Nous sommes une banque. Je dirais que ce n'est pas tout à fait anodin. Je dois dire qu'il y a des jours où je préférais dire que je suis syndic ou agent immobilier, parce que depuis quelques années, les banques sont soumises à rude épreuve au plan médiatique. Mais d'ailleurs, en conclusion, s'il y a quelques questions, je serais ravi d'y répondre, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait l'intérêt de cette intervention. Au plan capitalistique, nous sommes dans le groupe Société Générale. Nous sommes détenus à 100% par le groupe Société Générale. Alors, tout en précisant que nous sommes, par contre, complètement indépendants au plan commercial et autres, d'ailleurs, du réseau de la Société Générale. Il y a, partant de l'idée qu'on essaie de développer au quotidien, là aussi, avec, je dirais, beaucoup d'humilité, d'avoir un réseau de banques, parce qu'en fait le Crédit du Nord, c'est le groupe Crédit du Nord, c'est plutôt une fédération de banques régionales, d'avoir un modèle de banque un petit peu différenciant. Et pour résumer les choses, là où beaucoup de grands réseaux ont eu plutôt tendance ces dernières années, et ça risque de se renforcer compte tenu des contraintes, ont eu tendance parfois à industrialiser, ils aimeraient pas ce mot, mais c'est un peu une réalité, industrialiser leurs relations avec les clients à notre taille, puisque globalement le groupe Crédit du Nord c'est 3-4 fois plus petit que l'ensemble de tous les grands réseaux, BNP, Général, Crédit Lyonnais ou Banque Populaire ou Caisse d'Épargne. On fait peu de publicité. Notre premier moteur de développement, mais là aussi je le dis encore avec beaucoup d'humilité, est axé beaucoup sur la satisfaction. Je dirais un peu la banque traditionnelle. Alors là où beaucoup de grandes enseignes ont fait le choix, même si elles reviennent en arrière, de mettre des plateformes téléphoniques avec des 0800, des automates. Nous, on essaye de faire notre métier d'une façon un peu plus traditionnelle, avec des lignes directes, des emails directs, des fonds de commerce qui sont en général beaucoup plus faits par conseiller que l'ensemble
l'ensemble du réseau. On est très axé, on essaye de l'être en tout cas sur la satisfaction client parce que c'est notre premier moteur de développement. Donc on fait par exemple un baromètre de satisfaction tous les ans dans toutes nos agences pour mesurer comment la satisfaction évolue parce qu'on considère que c'est notre premier, encore une fois, moteur de développement. Mais une fois que j'ai dit ça, je le dis encore avec beaucoup d'humilité parce que ça ne veut pas dire qu'on est parfait, on fait des bêtises comme tout le monde, mais c'est un peu notre cœur c'est un peu le cœur de notre modèle et qui justifie quelque part qu'au sein du groupe Société Générale, il y a une enseigne nationale, la Générale, et puis des enseignes régionales autour du groupe Crédit du Nord. Alors, juste, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Le groupe Crédit du Nord, c'est à peu près 8 000 à 9 000 collaborateurs, c'est 950 agences. On intervient très classiquement dans tous les métiers de banque de détail, ce qu'on appelle de banque de détail, j'y reviendrai, donc sur les marchés particuliers professionnels, entreprises et grandes entreprises. Et pour la région Île-de-France que j'anime, c'est un peu plus de 125 agences aujourd'hui, réparties à peu près sur tout le territoire francilien. Donc je dirais, il n'y a rien de très original à vous dire sur ce sujet. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous ayez quand même en tête les contraintes assez lourdes auxquelles les banques sont soumises aujourd'hui, dont vous avez souvent entendu parler en lisant les journaux. Et puis ce qui est intéressant de bien comprendre, que ces contraintes, elles touchaient principalement alors ce qu'on appelle la banque de financement et d'investissement, la banque de marché, alors qui est très loin de notre activité au Crédit du Nord, parce que nous, au Crédit du Nord, on n'a pas d'activité de marché. On est vraiment ce qu'on appelle une banque de détail, c'est-à-dire on essaie d'accompagner du mieux qu'on peut nos clients au quotidien, particuliers, professionnels, entreprises. Mais comme vous le savez, tout est né avec la crise des subprimes aux États-Unis, qui a créé des grands bouleversements dans des pans entiers d'activité, alors qui a provoqué, je pense qu'il faut voir les choses comme elles sont. Ça s'est développé progressivement dans l'économie réelle et provoqué une crise que tout le monde connaît, mais qui a dû, dans un premier temps au moins, obliger les grands groupes européens, dont le groupe Société Générale, à se transformer à une vitesse excessivement rapide. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, le groupe Société Générale a quasiment dû doubler ses fonds propres en quelques années pour faire face à des contraintes réglementaires, alors légitimes, qui consistent à dire les banques ont pris des risques inconsidérés, il faut que ces risques soient couverts par des fonds propres. Donc c'est une course aux fonds propres qui a d'ailleurs obligé des grands réseaux, enfin des grandes banques à tailler progressivement dans un certain nombre d'activités parce qu'elles étaient trop consommatrices de fonds propres et de risques. Alors, ce qui est nouveau, ça c'est 2008. Après, c'est propagé avec, comme vous le savez, la crise de la dette souveraine, puisque après la crise issue des produits subprime, c'est créé cette crise de la dette qui a provoqué sur les banques, il faut voir les choses comme elles sont, donc je peux vous donner quelques chiffres qui sont quand même assez illustratifs et qui du coup finissent par avoir un impact aussi sur les financements, qui a provoqué une crise de liquidité, alors qui a fini par être réglée par la BCE comme vous le savez, mais là aussi on peut en discuter, je peux répondre à vos questions sur le fameux débat, la BCE a alimenté en quantité industrielle, en liquidité, les banques qui n'ont pas reprêté, on peut en discuter si vous le souhaitez, mais a provoqué une crise de liquidité qui a fait que des grands groupes bancaires français, là où parce que évidemment, comme vous le savez, quand une banque prête, il n'y a pas de génération spontanée de liquidité. Quand elle fait un prêt, il faut qu'elle trouve la liquidité. Alors elle peut le trouver sous forme de dépôt auprès de ses clients, mais comme souvent elle prête plus qu'elle ne collecte auprès de dépôt, il faut aller chercher sur les marchés cette liquidité. Avant la crise, en 2007-2008, classiquement, des grands groupes comme la Société Générale émettaient à OAT plus 0,40, 0,50. Au moment du pic de la crise de liquidité, ce spread est passé à 300-400 points de base. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que souvent, nous, au Crédit du Nord, on prêtait à des particuliers ou des entreprises, la petite entreprise du coin, à des niveaux beaucoup moins faibles que les grands groupes bancaires se refinançaient compte tenu des contraintes de liquidité. Bon, tout ça a créé beaucoup de complexité dans l'exercice du métier, a obligé les banques à se restructurer. Et aujourd'hui, ce qui touchait principalement les actifs de marché, commence à toucher aussi l'activité de banque de détail. Il faut l'avoir en tête. On est soumis, comme vous, à une réglementation de plus en plus contraignante, parce que vous savez qu'il y a une loi bancaire qui est en discussion actuellement. Et il faut qu'on y fasse face, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on y fasse face. Et tout ça pèse, d'une façon ou d'une autre, et va peser sur les revenus des banques. Et là, je parle de banque de détail, je parle pas de banque de financement et d'investissement.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte compliqué? Comme tout le monde, on est soumis à un schéma économique et un contexte économique qui n'est pas très dynamique, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous, banque de détail, on essaie, je dirais, assez simplement de faire au mieux notre métier au quotidien. Alors, avec, j'imagine, toujours, enfin, ce qu'on peut comprendre, toujours une insatisfaction avec deux extrêmes. Alors, un, aujourd'hui, qu'on entend souvent, qui est de dire les banques ne prêtent plus, elles ont fermé le robinet, donc on est dans le trop peu. En espérant qu'un jour, on ne dira pas vous êtes passé dans le trop. Quand je fais le trop, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes, où on a vu que les banques ont fait n'importe quoi, ont prêté, je dirais, à des clients qui indéniablement n'avaient pas la capacité nécessaire à faire face au remboursement. Donc on essaie de naviguer de façon la plus professionnelle possible entre ces deux aspects. Et pour être, je dirais, un peu plus concret concernant l'immobilier, alors nous, Crédit du Nord, mais moi, si vous avez des questions, encore une fois, je pense que c'est intéressant d'avoir un débat. On n'a jamais été, je dirais, des grands fervents du 30 ans sans apport sur primo-accédant. Donc on a eu, je dirais, une politique qui n'a jamais été très, très offensive sur ce segment de marché des financements. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une politique finalement qui, je vous le dis très honnêtement et sincèrement, n'a quasiment pas bougé entre il y a 2 ans et aujourd'hui en 2012. Donc on continue à financer des projets qui nous paraissent viables et bien construits avec des schémas d'endettement et des apports qui correspondent à la fois au patrimoine du client, ses revenus, et ce qui nous paraît cohérent. Alors, par contre, il y a une réalité, parce que, comme tout le monde, on se pose des questions sur le marché de l'immobilier, sur l'évolution de la valorisation des biens. Bon, alors, je vous le dis, les experts de la Société Générale considèrent que finira par se faire une purge des prix à hauteur de 15%, ce que j'imagine un certain nombre d'entre vous partagent, et ça serait peut-être sans doute d'ailleurs assez salutaire pour dégeler le marché. Il va soit dans ce contexte de risque de valorisation sur les biens et dans un contexte économique qui risque de fragiliser un certain nombre d'emprunteurs, forcément, il y a un domaine sur lequel on est quand même beaucoup plus prudent, ce sont les crédits relais. Là, pour le coup, sur les crédits relais, on continue à en faire évidemment, mais on le fait avec un petit peu plus de circonscription qu'on pouvait le faire par ailleurs. Mais sinon, très honnêtement, encore une fois, je suis prêt à discuter avec vous, en nous considérant que nous continuons à essayer de faire notre métier d'une façon la plus professionnelle possible dans un contexte, encore une fois, qui est compliqué. Notre préoccupation en 2013, et ça toutes les banques sont... L'autre préoccupation, au-delà d'une baisse de nos revenus qui sera quasi mécanique pour un certain nombre d'éléments à la fois réglementaires et de contexte sur lesquels je ne reviendrai pas et que je ne détaillerai pas, c'est forcément l'évolution du coût du risque. Vous savez qu'une banque, a priori, ne peut mourir presque que d'une seule chose. Alors, jusqu'à présent, on pensait que c'était que de ces risques. L'expérience de ces dernières années a montré qu'aussi, elle pouvait mourir d'un problème de crise de liquidité, c'est-à-dire de ne pas avoir de liquidité nécessaire pour faire face, c'est-à-dire pas avoir un actif et un passif équilibré suffisamment et donc avoir un manque de liquidité pour faire face à ces actifs. Mais sinon, le deuxième grand risque pour une banque, c'est le coût du risque. C'est donc l'évolution des contentieux, les provisions qui peuvent être générées, dont on s'attend indéniablement à ce qu'il va monter forcément et mécaniquement en 2013, parce que le contexte économique fait que des entreprises vont être en difficulté, des particuliers vont être en difficulté, donc on s'attend à une remontée des risques. Voilà. Donc, que vous dire de plus je ne sais pas. Je suis prêt à répondre à vos questions pour vous expliquer un peu, peut-être un peu plus en détail, ou si vous avez des questions un peu plus pointues sur les contraintes auxquelles nous sommes soumis et la politique que nous en déduisons. Pierre, une question. Oui. Si j'ai bien compris, par différence peut-être avec certains de vos concurrents et confrères, votre politique prudentielle vis-à-vis des accédants à la propriété ou des investisseurs n'a pas varié.
parce qu'elle était déjà rigoureuse et que vous étiez déjà dans le schéma d'orthodoxie nécessaire. Oui, c'est bien ça. C'est pas un jugement de valeur vis-à-vis des autres, c'est pas ça l'idée. C'est vrai que nous, on n'a jamais voulu faire, par exemple, comme je le disais, de 30 ans. On a toujours eu des crédits limités à 25 ans parce qu'on considère qu'au-delà de 30 ans, d'ailleurs quand vous faites le calcul sur 30 ans et vous prenez les 5 premières années, l'amortissement du capital est quasiment nul. Donc de toute façon, c'est d'un intérêt assez relatif. Et que je dirais à la fois pour la banque et aussi et surtout pour les clients, les engager dans ce type d'opération sans apport, avec des revenus et des taux d'endettement très élevés, ça ne nous paraissait pas raisonnable. Donc on n'a jamais fait ça. Donc on est honnêtement aujourd'hui dans une politique d'octroi, ce qu'on appelle une politique d'octroi dans la banque, qui ne varie quasiment pas. Alors je vous donne juste un chiffre simplement parce on suit ça évidemment d'une façon très rigoureuse. On fait des comités de risque tous les trimestres. Au dernier trimestre, on a eu notre comité au niveau régional il y a quelques jours sur les prêts immobiliers. Le taux d'acceptation de nos prêts immobiliers, le taux d'acceptation sur les dossiers remontés par les agences, c'est-à-dire les clients qui nous demandent des prêts immobiliers, est resté à 89%, c'est-à-dire le niveau qu'on avait en 2011 et en 2010. Est-ce qu'il y a une baisse de la demande ? Alors indéniablement, il y a une baisse de la demande. C'est là où le débat peut s'installer pour savoir entre la poule et l'œuf. Est-ce que c'est les banques qui ont resserré leurs conditions d'octroi et qui du coup ont pesé sur la demande, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est la demande qui a fait que, qui elle-même s'est tarie, qui a fait qu'il y a moins de financement bancaire? Moi, très honnêtement, et pour ce que je vis de l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt la deuxième option. Mais effectivement, je peux comprendre qu'il y ait des doutes sur le sujet et que le débat s'instaure. Ça, je peux complètement le comprendre. Je reviens sur un point qui est marquant. J'ai l'impression qu'il a marqué dans la salle. Vos statisticiens, vos actuaires prévoient une baisse des prix de l'ordre de 15%. Alors, est-elle prévue en Île-de-France, qui est votre circonscription, ou est-elle prévue à l'échelon national ? Sur quelle durée est-elle imaginée ? Alors, je n'ai pas de précision sur la durée. C'est ce qui est sorti des analyses des économistes, des experts de la Société Générale, qui prévoient en Île-de-France une baisse de 15%. Je n'ai pas le détail pour vous dire si c'est dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Mais ça part d'un principe, j'imagine, que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand le marché est gelé, il faut bien qu'il se dégèle par un bout, si je puis dire. Et à partir du moment où les prix baissent, c'est par cet aspect-là des choses que ça peut se dégeler. Mais très honnêtement, c'est ce qu'on nous a dit. J'aurais énormément de mal à argumenter sur ce sujet-là. Et je comprendrais tout à fait que vous ayez une opinion contraire à cette affirmation. Et en tout cas, dernière chose, vous parliez d'estimation et de manque de visibilité dans la période actuelle sur le prix des biens et leur évolution. Est-ce que pour vous, une vente par un professionnel avec une estimation qui est professionnelle est un gage supplémentaire? Est-ce qu'elle a un caractère rassurant pour vous, ou est-ce qu'il y a une indifférence parce que les temps sont incertains? Alors, les temps sont plus incertains par définition. Ce qu'on demande, mais ça, je vais vous dire la réalité je vais être très transparent. Quand ce sont des crédits relais, on demande en général au dossier au moins 3 estimations d'agences immobilières. C'était la règle aujourd'hui. C'est vrai que dans un contexte, encore une fois, surtout dans des cas de crédit relais, où encore une fois le risque devient élevé à la fois pour le client, de le mettre dans une situation très compliquée, d'incapacité de revente, et du coup pour la banque, parce que là les deux sorts sont liés. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus vers une expertise immobilière avec un expert immobilier agréé expertise sur laquelle on va se fonder, plus que par le passé où on se contentait parfois de 2-3 estimations d'agents immobiliers. Mais évidemment, à partir du moment où ça a été vu par un professionnel de l'immobilier, on y accorde du crédit sans mauvais jeu de mots. Et c'est un gage de sérieux pour nous, c'est une évidence. Bon, bah écoutez, c'est une bonne façon de se faire applaudir, je pense. Je ne sais pas.
Bon. Mais il y a peut-être. Est-ce qu'il y a la place, Henri, pour une question ou deux? Je crains que non. C'est pour ça que je les ai posés moi-même. J'espère avoir été un reflet à peu près fidèle. Et puis de toute façon, vous allez rester, Pierre. Absolument. Le cocktail est fait pour ça après. Pierre. Absolument. Alors merci juste, j'ai oublié de faire. Alors, je dis pas de la publicité pour le Crédit du Nord parce que j'en ai fait un petit peu quand même au passage, mais on a une petite spécificité par rapport à d'autres réseaux. Et alors, c'est aussi pour ça qu'on est partenaire de la Chambre. C'est qu'on a pour le coup une offre dédiée sur les syndics et les administrateurs de biens, avec un modèle, j'en dis juste quelques mots là aussi, qui nous correspond bien, un petit peu original. On n'a pas souhaité créer un centre dédié aux administrateurs de biens, aux professionnels de l'immobilier, ce qui est souvent le cas des quelques réseaux. Je dis les quelques parce qu'il n'y en a plus énormément qui s'intéressent encore à vos professions, d'une façon, je dirais, sans mauvais jeu de mots, professionnelle. Mais on a un modèle un peu original dans lequel les administrateurs de biens ou syndics sont gérés par nos agences de proximité. C'est souvent d'ailleurs pour le directeur d'agence l'un des plus beaux clients. Donc il a... forcément, il est excessivement attentif aux demandes et c'est un peu notre modèle de relation de proximité. Mais on a en plus au niveau régional une équipe de spécialistes administrateurs de biens qui vient en relais et en appui des agences pour tout ce qui touche spécifiquement à la réglementation, à l'offre qui est très importante en flux, notamment tout ce qui offre flux sur les administrateurs de biens, tout ce qui concerne les placements, les dépôts, etc. Voilà, juste je ferme cette parenthèse. Mais elle était importante. On se rappellera que le président Buet, à la fin de l'année 2012, a fait des prévisions sombres sur l'emploi et la mortalité des entreprises immobilières. On peut souhaiter que le soutien que vous apportez aux patrons de TPE, de PME qui sont devant vous évite le pire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.